Allô? What's up les étudiants? Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Welcome! Et pourquoi je parle anglais? Parce que je suis à l'extérieur du pays en ce moment. Donc, comment allez-vous? De mon côté, je vais bien. J'ai une vie de fou, mais bon, j'adore. J'espère que vous adorez la vôtre aussi. Écoutez, module 7 cette semaine. Donc, bienvenue à votre cours d'éthique. Bienvenue à votre podcast. Bienvenue à ce, attention, 100e épisode du podcast. 100! Bon, je sais que pour vous, c'est peut-être seulement une douzaine d'épisodes le max cette session, mais pour moi, là, ça fait 100 épisodes que j'enregistre tout ça. C'est complètement fou. À l'époque, là, à l'épisode 1, si je peux vous remettre dans le contexte, là, on était en début mai 2020. C'était le début de la pandémie. Puis je me cherchais une façon de rester connecté avec mes étudiants, éviter les longs zooms de 3 heures. Là, vous en avez eu quelques-uns. Là, vous avez vu que c'était pas toujours charmant. Puis j'essayais de me trouver une façon de rejoindre mes étudiants là où ils étaient. Et souvent, c'était dans le salon, parce que même les cafés à l'époque étaient fermés. Et j'ai eu cette idée de podcast, d'accompagnement du cours. J'ai eu cette idée-là en prenant ma marche parce que je marchais, j'ai jamais marché autant de kilomètres qu'au début de cette pandémie-là. Et en écoutant des podcasts, justement, je me suis dit, mais tiens, ce serait peut-être une façon de. Peut-être que mes étudiants aimeraient ça aussi, écouter ça en prenant leur marche, écouter une partie de contenu. Puis voilà. Puis 100 épisodes plus tard, plus de 2 ans plus tard, je suis toujours là au micro, en train d'essayer de créer cette relation avec mes étudiants lorsque je ne peux pas les voir en classe, et c'est encore le cas cette semaine. Donc, je vous pousse comme ça du contenu sur vos applications préférées. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Probablement que pour vous, c'est sur Spotify. Puis, mon objectif, c'est toujours de vous offrir un cours universitaire avec des outils techno-pédagogiques, puis des stratégies même pédagogiques dignes de vos attentes envers un cours universitaire. Et vos attentes sont élevées, puis vous avez raison, puis ne les oubliez pas. Et me voilà, donc 100 épisodes plus tard. 100, j'en reviens pas. Écoutez, revenons à nos moutons électriques, pour reprendre une expression que je prends dans un autre podcast. Cette semaine, je vous propose un programme et une formule qui ressemble au module que nous avons vu ensemble la semaine dernière. Donc, rappelez-vous, là, j'ai dû m'absenter du pays pour une durée de 8 jours, donc du mardi 11 octobre au mardi 18 octobre, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment se voir en classe. En fait, on ne peut carrément pas se voir en classe. On ne pouvait pas se voir la semaine dernière, ni cette semaine. Donc, c'est sûr que je vous manque. Hein? Mais allez-vous vous en remettre? Je suis sûr que oui. Mais c'est l'avantage d'un cours commodal. Donc, mes cours commodales, quand je les donne, j'enregistre des vidéos, puis je vous donne accès à ces vidéos. Puis, ça fonctionne pour moi aussi, c'est-à-dire que j'enregistre toutes mes présentations vidéo. Donc, j'ai plein de matériel pour vous, plein d'enregistrements de cours qui sont là, tout prêt pour vous. Hein. Ils sont juste là sur un disque dur externe, puis j'ai juste à les puiser là-dedans. Donc, mon cours, il est pensé, c'est sûr qu'il est pensé pour que vous puissiez vous absenter de quelques cours sans que ça cause de problèmes. Puis, mais au passage, mon cours est là également pour que votre prof aussi puisse s'absenter puis continuer à faire ses activités académiques. Et en ce moment, je suis sûrement dans l'avion de retour. Et pendant que je suis dans l'avion, vous écoutez mon podcast et vous visionnez peut-être bientôt mon enregistrement de cours. Donc, c'est un enregistrement que j'ai fait en février 2022. Puis, vous allez le trouver sur l'ENA du cours. Donc, 2 mardis d'absence, puis c'est bien en masse. Bien hâte de vous revoir. Ce sera le 25 octobre. J'y serai. Moi, je m'ennuie pour de vrai de vous. Je m'ennuie de ma classe, puis j'ai bien hâte de vous revoir. Dans ce podcast, j'aimerais regarder avec vous les principales notions du module 7. Donc, les quelques tâches que vous avez à faire pour ce module 7.
Puis encore une fois, je sais que vous aimez ce podcast-là, mais si vous n'écoutez que ce podcast-là, ce sera insuffisant. Donc, allez écouter l'enregistrement de cours pour approfondir les notions de la matière là, qui sera couverte dans ce module 7. Et dans ce module 7, on va parler de quoi? On va parler de droit, mais aussi de philosophie. Donc, il y aura de la philosophie. Nous allons aborder des termes et des thèmes qui sont très philosophiques. La responsabilité sera là. Le jugement aussi, c'est des notions qui sont prégnantes, très importantes en matière d'éthique appliquée et de philosophie morale. Commençons peut-être par le terme peut-être le plus important de ce module, le terme responsabilité. Et je roule mon R, responsabilité. Ah, c'est le fun à dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être responsable? Hein? Donc, c'est un terme qu'on utilise à chaque jour, ça fait partie de notre quotidien. Mais en même temps, comme le soulignait Augustin, il y avait une formule fameuse là, pour dès qu'on lui posait une question, il répondait, bon, je sais ce que c'est, je le savais, en fait, jusqu'à ce qu'on me pose la question, puis en philosophie, c'est souvent le cas. On le sait ce que c'est, sauf lorsqu'on pose la question, puis qu'on se met à y penser plus sérieusement, plus philosophiquement. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Pour réfléchir à la responsabilité, on va partir d'une citation d'un des philosophes peut-être les plus connus dans la culture populaire. Il s'appelle Ben Parker. En fait, vous savez c'est qui Ben Parker? Vous l'avez vu rencontrer dans les aventures de Spider-Man. Donc là aussi, je vais puiser un peu dans la culture populaire pour vous aider à faire ces liens. Donc d'ailleurs, j'ai cité la citation de Ben Parker dans l'enregistrement de cours et la citation est la suivante. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Hein? C'est pas beau? Et si vous avez vu le dernier Spider-Man No Way Home, ben, cette citation a fait son retour dans le MCU. Donc, je n'en dirai pas trop, puisque je ne veux pas vous révéler des parties importantes de l'histoire. D'ailleurs, avant de sauter plus loin dans cette réflexion sur la responsabilité, je me permets de vous remercier pour vos contributions dans les forums. Il y a des forums plus geeks que d'autres, là, puis il y en a un plus geek au module 6 sur les valeurs de vos super-héros. Puis, c'est très inspirant ce qu'on peut y lire, très intéressant, très riche aussi. On voit la diversité des inspirations. Puis, vous remarquerez que, et relisez-vous, hein, souvent ça révèle peut-être plus de ce que vous êtes donc ces citations révèlent peut-être un peu plus que vous pensez ce que vous êtes et non pas ce que pensent ou ce que sont les personnages. Le fait d'avoir choisi ces citations puis d'y réfléchir, puis on voit vos réflexions aussi autour de ça, là, ça nous dit un petit peu qui vous êtes et de façon générale aussi, ça en dit long sur votre groupe. En tout cas, moi, je les lis toutes vos contributions, puis je vois au passage qui vous êtes hein, comme groupe, qui vous êtes comme génération. On parle des millennials, les milléniaux, là, mais c'est inspirant de vous lire, voir peut-être, qui sait, les valeurs de votre future profession, peut-être. Bon, revenons à Peter Parker et à son oncle, et qui nous dit « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. » Hein, son oncle, Ben, lui dit un conseil riche, mais en même temps, vous le voyez, là, c'est un peu confus, sois responsable. Et, ben, vous l'avez compris, là, la question qui va obséder peut-être Parker, en tout cas qui va guider sa vie, c'est la question qu'est-ce qu'être responsable? Hein, il veut bien être responsable, mais qu'est-ce que c'est qu'être responsable? Quel est son rôle? De quoi suis-je imputable? Est-ce que je suis imputable même de la mort de mon très cher oncle Ben? Est-ce que je suis responsable de lui? Est-ce que je suis responsable de qui? De quoi? Pourquoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? Et qu'est-ce qu'être responsable? Donc ça fait partie de nos réflexions. Je parle de Peter Parker et son oncle, mais les questions sont les mêmes. Hein.
De quoi suis-je responsable? Quel est mon rôle? Au nom de qui? Pourquoi? Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'être responsable pour vous? C'est la première partie de notre réflexion. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il s'agit d'un exemple parfait d'éthique de la vertu, hein. Ici, on a une valeur, la responsabilité, qui guide l'action, qui est là pour guider les actions, les décisions, les actions qui seront inspirées de cette valeur-là. Mais ça ne donne pas de guide clair, hein. C'est quoi être responsable pour Peter Parker? C'est peut-être agir comme son oncle l'aurait souhaité. Et pour nous, c'est quoi la responsabilité? C'est agir comme Peter Parker, qui lui incarne la responsabilité. Donc, il y a une belle circularité dans ce genre d'inspiration, d'éthique de la vertu. Être responsable, soit être responsable comment? Comme une personne qui incarne cette valeur qu'est la responsabilité. Une autre phrase sur laquelle j'aimerais revenir, c'est une phrase qu'on entend aussi dans la culture populaire. Je l'ai entendue encore dans Game of Thrones. The knowledge is power. Hein, la connaissance et le pouvoir. J'ai cité aussi cette citation en classe. Le terme pouvoir, hein, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Le pouvoir de Peter Parker, celui-là est plus simple, là. Il est même archétypal. Ça fait partie du monde du super-héros. Il y a une force, il y a une agilité plutôt dans ce sens-là, une perception décuplée, le Spider Sense. Il a un pouvoir exceptionnel et pour lui, mais ça fait partie du pouvoir un peu métaphysique, là, métaphysique. Donc, ce qui lui donne une responsabilité exceptionnelle, on a compris. Mais en même temps, ce genre d'histoire nous en apprend aussi sur nous. Hein? Vous, c'est quoi votre pouvoir? Y avez-vous pensé déjà? Vous avez un pouvoir. Ben oui, vous avez un pouvoir. Et Francis Bacon, qui est un scientifique, un philosophe du 16e siècle, il avait cette réponse: Knowledge is power. Hein, la connaissance est un pouvoir. Et donc, pour vous, moi, je vous propose de considérer que vous avez des pouvoirs et que vos pouvoirs sont les suivants. Le savoir, knowledge is power. Donc, pour vous, c'est le savoir en sciences et génie, donc la connaissance. La connaissance vous donne le pouvoir de faire, transformer. Pour vous, c'est littéralement construire le monde, le pouvoir de comprendre la nature, de maîtriser la nature, le vivant. Là, c'est la science. Là. Je ne parle pas de super pouvoir. D'explorer l'univers. Ben oui, soit avec les petits outils comme des télescopes, sinon des fusées carrément. Explorer l'infiniment petit. Pas besoin d'être un Ant-Man là, pour explorer l'infiniment petit. On a toutes sortes d'outils. Donc, vous avez un pouvoir. Et vous avez ce ou ces pouvoirs. Donc, une capacité, je dirais, une capacité d'agir accrue. Bon, peut-être pas le Spider Sense, là, ça viendra peut-être. Mais je vous propose quand même la notion et j'y reviendrai dans le cours, la notion de héros et héroïne ordinaire. Hein? C'est-à-dire que vous avez des pouvoirs, mais des pouvoirs qui s'exercent dans la limite de ce que peut exercer un humain. Donc des pouvoirs humains, pas des super-humains, mais des pouvoirs humains, les vôtres. Et la question, c'est quoi faire avec ce pouvoir? Hein, quoi faire avec cette capacité d'agir accrue? Et la réponse, c'est ce que nous dirait l'oncle Ben, soyez responsable. Vous avez un pouvoir, une capacité d'agir accrue, soyez responsable. Et c'est ce que vous dit votre ordre professionnel, donc soyez responsable. C'est ce que votre prof vous dit, soyez responsable. Vos parents vous ont sûrement dit ça, sois responsable. Tu es un petit garçon, une fille responsable. La société a confiance en vous, c'est peut-être votre ordre qui vous le rappellerait.
Quoi faire? Je pense que c'est ça aussi la façon de formuler la question. Quoi faire avec votre pouvoir? Quoi faire avec votre capacité d'agir accrue? Vous mettre au service, soit, mais au service de qui, de quoi, et au nom de qui et de quoi là, vous allez exercer ce pouvoir, votre pouvoir humain. Être responsable. Ah, je le disais un peu plus tôt, cette injonction, ça puise dans l'éthique de la vertu. En matière d'éthique de la vertu, là, ici, je me permets de vous faire un rappel. Hein. L'éthique de la vertu, ben, c'était chez Aristote. Pour lui, il y a des vertus. Pour lui, on doit être guidé par certaines vertus. Je les ai déclinées dans le cours avec les vertus cardinales. Et on a ce genre d'injonction de la même façon lorsqu'on vous dit soyez responsable. Et comment être responsable? Ben, typiquement, la réponse à cette question, en tout cas dans l'esprit de l'éthique de la vertu, ce serait de vous répondre être responsable, c'est agir comme la personne responsable. Et dans mon cours, ben, la personne que je vous ai donnée que je vous ai proposé comme incarnation de la responsabilité, c'est Peter Parker. Donc, être responsable, c'est agir comme Peter Parker. Et donc, faire et agir comme Peter Parker ou Miles Morales, ça dépend ce que vous lisez en ce moment. Là. Donc, tenter d'agir, tenter d'utiliser prudemment votre pouvoir et l'utiliser avec mesure, faire face aux conséquences de vos gestes, tenir compte des lois, évidemment. Hein, donc, c'est être responsable, c'est pas aller au-delà des lois, mais sans nécessairement être assujetti à tout prix aux lois, aux règles des hommes, parce que celles-là aussi sont faillibles. Et tenter d'être responsable. Pour Peter Parker, être responsable, c'est agir comme l'aurait souhaité l'oncle Ben. Et pour moi, ben, vous dire d'être responsable dans mon discours, dans ce podcast, c'est de vous dire d'agir comme l'aurait fait Peter Parker, qui lui incarne la valeur de responsabilité. Et même si cette réponse est inspirante, vous le voyez, là, en matière d'éthique de la vertu, on est toujours dans cette même circularité inspirante, mais circularité quand même. Ici, être responsable, c'est agir comme la personne responsable. La philosophie et la sociologie, le droit sont un peu plus clairs. Heureusement pour nous, là, en matière de responsabilité, il y a deux sens principaux, en tout cas, c'est les deux que je vous propose. Je les ai décrits aussi un peu plus longuement dans l'enregistrement de cours. Je me permets de les répéter ici. Donc, deux sens. Lorsqu'on invoque le terme responsabilité, habituellement, on renvoie à deux sens. Donc, respondere, responsabilité, hein, ça vient de respondere, c'est l'idée de répondre. Mais il y a deux sens qui se cachent ici. On a répondre de quelque chose. Donc, ici, on dirait que c'est le sens rétrospectif parce qu'on répond de choses qui se sont passées dans le passé. Qui se sont passées dans le passé, c'est une belle formulation. Donc, rétrospective, on regarde dans notre rétroviseur. Le deuxième sens, c'est la responsabilité prospective. Et là, ici, on parle de respondere, donc répondre toujours, mais pas répondre de choses que j'ai commises dans le passé, rétrospectif. Ici, on est plutôt dans répondre à. Donc, on est dans répondre à quelqu'un, à un agent, à une partie. Ici, on parle de responsabilité prospective. Donc, j'ai encore commis aucun geste, aucune action, je n'ai pas encore pris une décision et déjà, on m'annonce que je suis responsable. Donc, je devrais répondre à telle partie, à telle personne. Responsabilité parentale, par exemple, qui est un bel exemple de responsabilité prospective. Dès que je suis parent, j'ai une responsabilité au sens où j'ai à répondre à cet enfant d'un rôle qui m'est confié. J'aurai des devoirs et obligations à l'endroit de cet enfant. Donc, responsabilité prospective en ce sens. Allons plus loin avec la responsabilité rétrospective. Donc, être responsable, je l'ai mentionné un peu, rétrospectif. Donc, je suis responsable de choses dans le passé.
Dans le langage peut-être un peu plus précis, on dira imputable. Hein? Imputable. C'est possible de pointer, imputable, pointer le doigt vers quelqu'un. C'est cette personne qui est responsable au sens de rétrospectif, c'est elle qui doit répondre de ses gestes, de ses décisions qu'elle a prises. Hein? Rétrospectif, là, c'est dans le passé. Pour Hans Jonas, qui est un des penseurs du principe de responsabilité, c'est peut-être un des penseurs en philosophie qui a le plus décortiqué, je dirais, la notion de responsabilité. Si vous voulez approfondir, aller encore plus loin, Hans Jonas, c'est sûr, c'est à lire. Pour Hans Jonas, cette forme de responsabilité rétrospective, elle traite d'actes accomplis dans le passé. Et c'est souvent à cette forme de responsabilité qu'on va associer les notions de faute, de sanction. Donc, si on pense à votre exercice de la profession dans quelques années, pour vous, là, ce serait une façon de dire, bon, il y a un viaduc, le viaduc s'est effrité, puis il doit être reconstruit. Puis là, on dit qui est responsable de ça. Donc, être responsable, on regarde dans le passé, là. Donc, qui est responsable des problèmes qu'on constate sur ce pont, ce viaduc? Donc, qui est imputable? Donc, ça, c'est carrément le sens rétrospectif. Puis, qui est imputable? Bien, dans votre cas, vous serez, dans l'exercice de votre profession, vous serez imputable. Donc, c'est l'ingénieur qui a conçu ou c'est le professionnel qui a posé tel geste, qui est responsable, qui est imputable s'il y a des problèmes qui découlent de ses décisions. Ici, si on prend l'ingénieur, mais c'est l'ingénieur qui a conçu, qui a peut-être mal surveillé ou prévu ou faire la surveillance des travaux qui sera imputable. Donc ça, c'est le premier sens, je dirais, de responsabilité. Donc, responsabilité rétrospective. Responsabilité prospective maintenant. Donc, pour Hans Jonas, toujours lui, la responsabilité prospective, là, ici, je le cite, elle est plutôt centrée sur le rapport à un objet externe qui exige et oriente l'agir. Ça semble compliqué, mais vous allez voir, ce ne l'est pas. Le rapport à un objet externe. Hein, il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui exige et oriente mon agir. Donc, qui est responsable de la construction de ce bâtiment? Hein, c'est moi. Ici, c'est mon rôle. Je ne l'ai pas encore construit, là, le bâtiment, mais c'est moi c'est cet objet dont je suis responsable. Hein, c'est moi qui assume ce rôle. Je suis responsable de sa construction. Je suis responsable j'ai ce rôle, on m'a confié ce rôle, donc j'ai des devoirs et obligations qui sont associés à ce rôle. Et je réponds à qui? Hein, on disait, le sens rétrospectif, c'est répondre à. Et à qui je réponds? Bien, je réponds au public, aux clients, aux utilisateurs, à celles et ceux qui utiliseront ce pont, cette construction. Donc, prospective en ce deuxième sens. Donc, responsable, mais projeté dans le futur. On a des attentes envers moi, puis je suis projeté dans le futur, puis je suis responsable. Je dois répondre à qui? Bien, à celles et ceux qui pourraient éventuellement subir les contre-coups ou les conséquences d'un exercice maladroit du rôle qu'on m'a confié. Au module 7, dans l'enregistrement de cours, nous allons explorer plusieurs formes de responsabilité rétrospective. Donc, je vous invite à aller consulter. En droit, là, c'est souvent la responsabilité rétrospective, là, c'est souvent à cette responsabilité qu'on renvoie lorsqu'on parle de droit. Donc, responsabilité, dans l'enregistrement de cours, j'en parle. Là, donc, responsabilité criminelle. Ici, c'est une forme de responsabilité rétrospective. C'est-à-dire que je dois répondre de mes actes qui ont pu compromettre la sécurité du public, sinon la paix sociale. Donc, responsabilité criminelle. Responsabilité civile. Donc, répondre des dommages qui pourraient résulter de votre décision. Donc, si vous travaillez sur un chantier, si vous exercez votre profession, vous prenez des décisions maladroites, puis ça mène à des dommages, peu importe les dommages, ça peut être physique, psychologique, vous privez d'un gain, ça fait partie des dommages, bien, vous serez responsable. C'est toujours de la responsabilité rétrospective, mais en droit, ici, on parlera de responsabilité civile, parce que vous devrez répondre des dommages qui
qui ont pu résulter de vos décisions. La troisième forme de responsabilité, c'est la responsabilité disciplinaire. Et là aussi, en matière de responsabilité, j'en parlais dans l'enregistrement de cours. Donc, répondre de vos faits et gestes, des décisions que vous avez prises, mes responsabilités, à qui? À votre ordre professionnel, parce que peut-être que ces gestes ont pu nuire à, je sais pas, à la réputation peut-être de votre profession. Et quelles sont vos responsabilités prospectives maintenant? Bien, c'est justement celle-là. De qui, de quoi êtes-vous responsable? C'est quoi votre rôle? C'est quoi vos devoirs et obligations? Là aussi, en responsabilité disciplinaire, on peut aussi invoquer cette deuxième forme de responsabilité, la responsabilité prospective. Je suis responsable, je dois répondre à qui? Bien, au public, aux clients, à ma profession, parce qu'on me confie un rôle, parce que j'ai des devoirs et obligations. Donc là, ici, on est carrément dans la responsabilité prospective. Et même si vous êtes à l'aise déjà là, avec ces quelques explications, ces quelques définitions du sens de responsabilité, il y en a un peu plus là, dans le contenu de cours. Donc, je vous invite à d'écouter l'enregistrement de cours pour explorer ces différents sens de responsabilité. Je vous suggère, entre autres, d'explorer, d'approfondir le sens, peut-être la portée des trois principaux régimes de responsabilité. J'en parlais un peu plus tôt. Responsabilité criminelle, civile, disciplinaire. C'est sûr que ces trois formes de responsabilité, c'est plus juridique, vous me direz, mais quand même, pour un professionnel en exercice, c'est important d'être capable de les distinguer. Donc, aller reconsulter l'enregistrement de cours ou réviser peut-être ce que je viens de réécouter, peut-être ce que je viens de vous dire, parce que ces trois formes de responsabilité, criminelle, civile, disciplinaire, il faudra que ça soit évidemment bien compris et bien distingué. L'indice de la semaine, le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose, c'est-à-dire dire ce que cette chose est. Courte intermède pour vous rappeler quelques mots peut-être sur les forums de discussion. Donc, cette semaine, vous avez participé à vos forums de discussion. Là. Bon, je le sais que ce n'est pas l'outil et pas le meilleur outil, là, mais cette semaine, je vais publier une note, j'appelle ça une note provisoire, là, c'est-à-dire que c'est une note, mais en même temps, elle va changer, mais ça vous permet déjà de savoir où vous en êtes dans votre progression en matière de participation au forum de discussion. Donc, typiquement, là, si vous avez participé, disons, 7 fois, donc une fois par module, il y a 7 modules de sortie, vous devriez avoir en ce moment une note provisoire de 8 sur 15. Si vos contributions là, sont bonnes ou très bonnes, ça devrait être autour de 8 sur 15. S'il y a des contributions excellentes là-dedans ou si vous en avez un peu plus que 7, ça se peut que la note soit plus élevée. Donc, si vous êtes en bas de 8 sur 15, ben, soit il faut peut-être accélérer un peu le rythme ou sinon, ben, accélérer aussi ou ajouter quelques contributions qui seraient jugées par votre prof comme excellentes. Donc, c'est ce que je vous suggère. Donc, à moins que vous fassiez une erreur grave, là, vous pouvez considérer déjà cette note provisoire comme votre note minimale. Donc, c'est elle que je vous garantis. C'est sûr, s'il y a un plagiat, puis il y a quelque chose, une triche, par exemple, ben, là, vous pouvez tomber rapidement à 0 sur 15. Là. Mais je dirais que pour l'instant, c'est votre note minimale garantie, celle qui est publiée. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est la bonifier. Puis votre note, elle sera bonifiée à quelques reprises d'ici la fin de la session, là, dépendamment. Habituellement, je fais une mise à jour peut-être aux 2 semaines en fonction de vos nouvelles contributions. Puis, et du temps là, que je trouverai là, justement pour publier cette note provisoire ajustée. Et je vous rappelle les critères peut-être d'évaluation de vos contributions au forum. Donc, le nombre de vos interventions, évidemment. Donc, je vous avais dit, ça vous prend 10 interventions. Moi, en tout cas, moi, je lis tout, mais je vais me servir de vos 10 meilleures interventions pour constituer votre note. Donc, je regarde le nombre. Je regarde la qualité de vos interventions, donc rigueur, pertinence, la régularité. Donc, si vous me faites tout ça dans la dernière semaine ou 10 contributions dans un seul module, ça ne marche pas.
Je regarde aussi votre capacité d'amorcer des débats, d'argumenter poliment, respectueusement, pas juste formuler des opinions, mais puiser dans le savoir disponible, puiser dans des ressources qui sont là, qui existent, qui peuvent vous aider à documenter vos opinions, vos réflexions. Et donc, pour dépasser mes attentes, donc si vous voulez avoir la mention excellente, il faut enrichir, je dirais, même la documentation du cours. Vous me citez des textes, des documents audio, vidéo qui sont pertinents, inédits, qui n'ont jamais été cités dans le cours. Vous pouvez résumer aussi les propos de vos collègues. Vous l'avez vu, là, c'est un peu le fouillis, cet outil-là. Donc, vous pouvez résumer les propos de vos collègues. Vous pouvez illustrer. Il y en a quelques-uns qui ont fait illustrer les propos de vos collègues, faire des schémas, des tableaux, des listes avec des points de forme, là, tout ce qui peut aider. Je me mets à la place d'un étudiant qui lit ça, là, une suite de 100 billets en ordre chronologique, là, ça ne fonctionne pas. Donc, aidez-nous et aidez-vous à faire du sens, à mettre en exergue peut-être les billets les plus pertinents, à résumer les contenus les plus pertinents, créer des nouveaux forums pertinents aussi. Faites des capsules audio, vidéo, ça s'est déjà vu. Je sais que c'est du temps, mais en même temps, des fois, ça vous permet, vous aussi, au moment où vous produisez ce contenu, vous appropriez aussi le contenu. Je pense que c'est le but aussi de l'exercice. Donc, les forums, on ne lâche pas. Je sais que ce n'est pas simple, mais il y a quand même 10 contributions. Moi, je juge vos 10 contributions, vos 10 meilleures contributions sur les forums. Je publierai cette semaine une note provisoire et on ne panique pas. Cette note est provisoire et risque fortement d'être bonifiée. OK, dans le module 7, il ne vous resterait que le troisième objectif de ce module qui est définir le jugement professionnel. Donc, et d'expliquer dans l'objectif, là, je dis, et d'expliquer l'importance dans l'exercice de votre profession. Mais je dirais que définir le jugement professionnel, c'est peut-être le défi le plus difficile. Hein? Pensez-y un peu, là, êtes-vous capable de me définir qu'est-ce que le jugement? Qu'est-ce que le jugement? Vous pouvez me donner des exemples de jugement, mais je vous demande de me définir qu'est-ce que le jugement? Une façon de le définir, je le disais, c'est de regarder un peu les exemples. Donc, vous pouvez regarder des exemples. Qui a beaucoup de jugement? Qui maîtrise ce jugement? Qui manque de jugement? Et pourquoi dit-on que ces personnes-là manquent de jugement? J'ai eu d'ailleurs cette discussion en classe. Vous irez voir l'enregistrement de cours puis les interventions qui sont fort pertinentes de vos collègues là, hiver 2022. Bon, et c'est sûr qu'ils sont moins bons, moins intelligents que votre cohorte, là, mais c'est sûr qu'ils n'entendront jamais ce podcast-là. Donc, allez écouter ça. Sans blague, allez écouter l'enregistrement de cours, de belles réflexions où justement on tente en groupe de définir c'est quoi le jugement, qui en est pourvu, qui en manque. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on sort des exemples, et ultimement, ce qu'on demande, c'est qu'est-ce que le jugement? Donc, si on est capable de citer des exemples, de dire qui en a, qui en manque, mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, au moment où on pose cette question-là, on fait de la philo. C'est sûr. Hein, ça s'appelle Phi 3900, là, votre cours. Là, donc, là, on est carrément dans de la philosophie. On tente de définir des termes complexes, de faire le tour de notions riches mais complexes. Et en philosophie, Aristote, Kant, ça fait partie des auteurs les plus réputés. Là, je dirais que les deux ont abordé, ils ne disaient pas exactement la même chose, mais les deux ont très bien tenté de définir ce qu'on appelle le jugement. Et pour Aristote, hein, le jugement synthétique, c'est ce qu'il dit. Le jugement synthétique, c'est l'acte de prédiquer une chose. Et là, je vous laisse digérer cette phrase-là. Le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. Et prédiquer une chose, c'est assez simple finalement. On est plutôt dans l'ordre du langage. Là. Prédiquer, c'est associer à une chose
un prédicat. Et là, si vous vous rappelez de vos notions de français, là, donc, associer à une chose, un attribut, une qualité. Donc, lorsque je regarde une chose et je tente de dire cette chose est, hein, qu'est-ce qu'elle est? Elle est belle, elle est rose, et cette décision, elle est juste, cette image, elle est belle. Donc, si je dis ça, là, je suis en train d'essayer de prédiquer. Donc, prédiquer une chose, c'est dire cette chose X est. Donc, c'est le verbe être. Hein? C'est le verbe être là, qui. Comment je pourrais. C'est le verbe être qui se prépare à vous dire quelque chose d'important. Donc, j'espère que je ne suis pas trop abstrait en disant ça, là. Donc, on le fait tout le temps. Toi, tu es X, puis là, je te donne une qualité ou un défaut. Ce chien-là, là, il est tellement. Il est X, donc je me prépare à dire une qualité, un défaut. Cette affirmation est. Là, ici, si vous êtes dans un débat, vous voyez bien que ça peut. On est en train d'exercer un jugement, on prédique. Là. On dit que cette chose, ici, c'est l'affirmation, elle est. Donc, prédiquer. Et le jugement, c'est ça. Donc, c'est prédiquer. Hein, c'est la pensée, la vôtre, en acte. Hein, c'est votre pensée qui tente de décider ce qu'est une chose. Est-ce que ce podcast est bon? Est-ce que le prof, il parle trop lentement? Est-ce que, donc, c'est votre pensée qui est en acte, là, qui essaie de dire ce que cette chose est? Est-ce que le podcast est bon, est long, est passionnant ou pas? Donc, prédiquer. Et plus précisément, je le disais, il y a un jugement lorsque votre pensée se prononce sur la valeur d'une proposition. Hein, ce qui est typiquement le jugement, il se prononce sur ce qui est beau, je le disais, mais aussi ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bien. Et lorsque vous tentez de dire si quelque chose est beau, bien, juste, vrai, alors vous êtes en train d'exercer votre jugement. Si je vous dis, donnons quelques exemples pour être moins abstrait, ce chat est beau. Le chat est beau. Ben, c'est un jugement parce que la pensée, la mienne, se prononce sur cette chose qui est un chat. Et je dis que cette chose est belle. Donc, le chat est beau. Et là, je suis en train d'exercer mon jugement. Hein, vous avez remarqué que ça présuppose une préconception de la beauté. Donc, cette beauté-là, je l'ai en tête. Mais je suis quand même capable d'exercer mon jugement en associant cette conception-là à un objet. Cette chose est belle. Autre exemple de jugement, pour vous, ce sera peut-être plus rigoureux, scientifique. Justement, cette étude scientifique est vraie. Donc, c'est un jugement parce que c'est la pensée, c'est la mienne, c'est la vôtre qui se prononce, qui tente de prédiquer ce qu'est une chose. Donc, ici, c'est l'étude scientifique. Et la pensée tente de dire si cette chose, elle est comment. Et si je dis elle est vraie ou elle est fausse, hein, ces deux concepts qui sont liés, je suis en train d'exercer un jugement. Et là aussi, vous avez remarqué là, que ça présuppose que j'ai une préconception de ce qu'est le vrai, le faux. Donc, mais je suis capable d'associer ces notions-là à un objet. Ici, l'objet, c'est une étude scientifique et je suis capable de dire avec l'exercice de mon jugement si elle est vraie ou fausse. Autre exemple, puisqu'on a vrai, beau, maintenant juste. Juste, on pourrait dire l'exemple, le sentiment d'injustice, je dirais qu'on en a eu plusieurs exemples pendant la pandémie. Donc, cette décision, et là, on l'a entendu de toutes sortes de façons, là, cette décision du gouvernement ou peut-être de la santé publique est juste ou est injuste. Il y en a plusieurs qui versaient dans. Donc, la notion de justice. Je suis en train d'exercer mon jugement parce que je me prononce par rapport au juste, puis j'essaie d'associer cette conception de la justice à une chose. Et ici, la chose, c'est une décision de la santé publique ou du gouvernement en place. Dernier exemple, peut-être
Ben, on a parlé du juste, du bien, du beau. Non, on a parlé du juste, du vrai, du beau, du bien maintenant. Hein? Du bien. J'exerce mon jugement. Donc, je peux dire, prenons un exemple pour vous, messieurs ou mesdames qui sont plus rares à être fans de hockey, mais allons-y, puisque ça fait partie de notre culture. Donc, le comportement de ce joueur de hockey est mal. N'importe qui peut exercer un jugement, là. Donc, c'est pas le propre des philosophes là, de juger. Au contraire, là, on juge toujours. On juge à propos de tout et de n'importe quoi. Le comportement de ce joueur est mal. Donc, c'est un jugement, là aussi, parce que c'est la pensée en acte. Je répète les mêmes choses là, pour que ça rentre, là. C'est la pensée en acte qui se prononce sur une chose, la chose en question, ben, c'est le comportement du joueur, et je l'associe au fait que ce comportement, il est bien ou il est mal. Donc là aussi, il y a une préconception du bien et du mal. Donc des conceptions qui peuvent varier d'une personne à l'autre, d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un contexte à l'autre, d'un sport à l'autre même. Mais à la fin, on est capable d'exercer un jugement, c'est-à-dire se prononcer et exercice du jugement quand la pensée en acte, je le répète, tente de prédiquer. Et prédiquer, c'est tenter de dire que cette chose, peu importe la chose, dire que cette chose est bien, juste, belle ou vraie. Donc, prédiquer une chose. Juger. Juger, c'est prédiquer une chose, associer à cette chose un prédicat et par rapport au beau, au juste, au vrai, au bien. Donc, c'est ça, juger. C'est ça. Hein? C'était simple, hein? Donc, la prochaine fois que quelqu'un va vous dire ben là, sers-toi de ton jugement, ça, ça vous donnera peut-être des mots de tête, là. Donc, sers-toi de ton jugement. Là, vous pouvez demander qu'est-ce que le jugement, puis replonger dans vos notions philosophiques, puis rappeler que ben, le jugement, tu sais, c'est prédiquer une chose, donc c'est associer cette chose à un prédicat, et ce prédicat doit avoir rapport au beau, au juste, au vrai et au bien. Donc, vous pourrez désormais, dans vos soupers, dans vos discussions, mieux saisir la difficulté philosophique de cette tâche qui est de définir le jugement. C'est important de réfléchir à cette notion de jugement dans l'exercice de votre profession et d'enrichir, je dirais, cette notion. On va vous dire exercer votre jugement professionnel. Puis c'est important, le jugement professionnel, ça fait partie de vos outils dans l'exercice de la profession. On y revient souvent, mais rarement on prendra le temps et on investira les ressources pour réfléchir avec vous qu'est-ce que c'est que ce jugement. Hein? Donc, je dirais typiquement, lorsqu'on dit votre jugement professionnel, c'est important, c'est-à-dire que vous devez développer votre capacité à vous prononcer sur le fait qu'une chose est vraie, sur le fait qu'une chose soit juste, sur le fait qu'une décision soit bonne, le beau, même le beau, je dirais, ça fait partie de l'exercice du jugement, peut-être moins dans certaines professions, mais je pense à la profession d'architecte, très certainement. Donc, vous remarquerez aussi que le jugement s'exerce toujours dans un contexte d'incertitude. Hein, ne serait-ce que le bien, le vrai, le juste, on est loin de la certitude, là. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le juste? Il y a des débats là-dessus, là. Donc, le vrai, je dirais que toute la science tourne autour de déterminer ce qui est vrai, ce qui a le plus de véracité, ce qui en a moins, discerner le vraisemblable du faux, falsifié, falsification. Donc, tout ça, ces termes-là sont au cœur de la science. Donc, mais il y a toujours cette notion-là d'incertitude. Toujours, lorsqu'on parle d'exercice du jugement, c'est une notion complexe qui exige de puiser dans la prudence, qui exige de se prononcer dans des contextes où il n'y a pas de certitude. Hein, lorsqu'il s'agit du bien, du vrai, du juste, du beau, là, il n'y a pas il n'y a pas de certitude. On est toujours dans cette zone d'incertitude, et parce qu'il y a zone d'incertitude, il y aura exercice du jugement.
Ah, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, s'il n'y a pas d'incertitude, ben, le jugement en acte n'est plus nécessaire. Autrement dit, si c'est certain, on n'a pas besoin de personnes qui seraient capables d'exercer un jugement professionnel. Donc, les débats où on a des certitudes, où on se rapproche de la certitude, par exemple, est-ce que 2 plus 2 égale 4, est-ce que c'est vrai? Ben, on est loin de l'exercice subtil du jugement. Là. Donc, ça demande, même votre calculatrice là, peut vous le confirmer. Là. Donc, pas besoin de notions complexes d'exercice du jugement. Mais en zone d'incertitude, là, le jugement est nécessaire. Là, la qualité du jugement va vous permettre de gérer justement ces zones d'incertitude. Hein? Rappelez-vous, si on prend le contexte de gestion de la COVID, il y en avait des zones d'incertitude, il y avait des experts et justement, même les experts se promenaient dans ces zones d'incertitude et tentaient d'exercer leur jugement professionnel. Hein, au début, c'est quoi ce virus? Comment il se propage? Qu'est-ce qu'on doit faire? Confinement, obligatoire? Non, le masque, c'est obligatoire? La vaccination, obligatoire ou pas? Qui on déconfine ensuite? Qui les premiers? Qui seront les derniers? À quel rythme? Les tartelettes d'Arruda, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Rien de moins, rien de moins certain. Mais à chaque fois, le jugement est nécessaire. On est dans des zones d'incertitude et on doit exercer un jugement. On invite des professionnels, rappelez-vous dans les médias, là, des professionnels de la santé, pour en débattre, exercer un jugement, nous aider à former notre jugement qui nous n'avions pas le savoir nécessaire. Mais les experts qu'on voyait, même eux, se promenaient dans une certaine mesure dans des zones d'incertitude. Eux tentaient d'exercer prudemment leur jugement professionnel. Donc, faire des recommandations, proposer des décisions, mais en même temps se garder une réserve en mentionnant, souvent explicitement, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Et qui exercera bientôt son jugement dans des zones d'incertitude? Mais c'est vous, mes petits amis. C'est vous. C'est vous qui allez exercer votre profession. Et dans l'exercice de votre profession, il y a une somme importante d'incertitudes. Donc, si vous construisez un pont, un troisième lien, tiens, en voulez-vous des études contradictoires, puis des débats où on tente entre experts de déterminer quelles sont les études les plus vraies, pertinentes, rigoureuses, les plus justes, les données qui sont les plus pertinentes à considérer. Donc, pour vous, vous devrez vous promener dans ces zones d'incertitude. Même chose lorsque deux valeurs sont en opposition dans des décisions que vous aurez à prendre. Des fois, les valeurs sont à peu près toujours les mêmes, mais lorsqu'on arrive pour hiérarchiser ces valeurs, donc prioriser une valeur par rapport à une autre, disons dans un débat, est-ce que je suis transparent, puis à ce moment-là, je révèle une information, ou par mesure de sécurité, je tais cette information. Donc, les deux valeurs, c'est transparence, sécurité, mais je dois en privilégier une. Donc, quelle valeur dois-je privilégier? Là, ici, on est en pleine zone d'incertitude. Là, il y a exercice du jugement. Je dois prendre une décision la plus juste possible ou la bonne décision dans les circonstances. Même chose en matière de santé, sécurité publique. On l'a vu, on tente de protéger le public. Dans l'exercice de votre profession, c'est exactement ça. Protéger le public. Puis vous allez me dire, c'est simple, il y a certitude, on protège le public. Oui, mais il y a aussi une incertitude au sens de, c'est qui le public? C'est qui le public? Qui devez-vous protéger en premier? Qui servir? Est-ce que mon patron fait partie du public? Dans quel ordre est-ce que je dois les prioriser? Donc, exercer son jugement, c'est là aussi nager dans ces zones d'incertitude. Donc, jugement et rejugement. Donc, vous aurez à juger dans l'exercice de votre profession. Un jugement d'une qualité exceptionnelle, on l'appelle le jugement professionnel. Donc, un jugement qui s'appuie pas sur une opinion maladroite, mais qui s'appuie sur la science, qui s'appuie sur le savoir, qui s'appuie sur l'expérience,
un jugement qui est rigoureux, qui tient compte des normes, qui tient compte des attentes les plus élevées et malgré les zones d'incertitude. Donc, pour vous, c'est ça, exercer le jugement, c'est vous promener dans ces zones délicates où il y a des incertitudes et là où il y a des incertitudes, il y a exercice du jugement. Et vous aurez à exercer ce rôle. Encore une fois, un rôle qui s'appuie sur la science et qui est là, s'appuie sur la science pour servir le public, servir le bien. Les autres idéaux là, sont là, améliorer le monde, redéfinir le monde et que vous promenez dans ces zones d'incertitude. Et de surcroît, on va conclure là-dessus, vous devez exercer ce pouvoir qu'est l'exercice de ce jugement. On vous donne ce pouvoir, vous avez ce pouvoir et vous devez l'exercer de façon responsable. Donc, responsable. RIP à l'oncle Ben. Donc, exercer là aussi ce pouvoir. Un grand pouvoir engendre de responsabilité. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas encore ce qu'est le jugement, je l'ai dit à quelques reprises dans le cours, là, pour définir une chose, on peut aussi examiner son contraire. Donc, avoir du jugement, j'ai tenté de le définir, mais le manque de jugement, là aussi, c'est éclairant d'examiner cette notion. Donc, qui manque de jugement? Et que reproche-t-on exactement lorsqu'on dit là, sur les réseaux sociaux là, que cette personne manque de jugement? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi dit-on qu'il manque de jugement? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'informations? Mais non, l'information, il y en a à la tonne. Curieusement, le signe peut-être le plus évident de manque de jugement, c'est justement le refus d'accepter cette part d'incertitude dans le savoir. Hein? Exercer son jugement, c'est aussi reconnaître la part d'incertitude dans le savoir. Donc, manquer de jugement, c'est refuser de reconnaître l'incertitude dans le savoir. Autrement dit, penser qu'il y a des vérités certaines qu'on a à les répéter plus souvent et en caractère gras et en majuscule et avec des points d'exclamation pour que ce soit vrai. Or, vous le savez, là, quiconque a fait de la science, et vous avez déjà commencé à en faire, ou quiconque a déjà commencé à explorer vos domaines du savoir, donc vos sciences, vous avez bien vu que ce sont des domaines complexes, puis que c'est compliqué. Hein, c'est compliqué tout ça. Je pense que c'est un des bons constats qu'on peut faire à la fin d'un bac. Alors, on a fait plein de cours, puis à la fin, on sort surtout avec le constat que oui, on a progressé, mais en même temps, on a progressé aussi sur notre façon de saisir et de comprendre la complexité de tout ça. Hein, les vaccins, pour reprendre le terme le plus utilisé dans les 2 dernières années, les vaccins, c'est complexe. Puis la santé humaine, c'est complexe. La santé sociale, c'est complexe. Puis construire un pont, construire un avion, qu'est-ce que vous allez construire? Construire des fusées, des robots, construire des logiciels, exercer l'arpentage, faire de la chimie, à qui je pense pas, là. Faire des études géologiques, construire justement des vaccins, faire des médicaments, faire de la chimie. C'est complexe. Donc, c'est complexe. Et on ne peut pas réduire cette réalité ou cette complexité à des c'est que ceci, que cela. Là. Je pense que ceux qui manquent peut-être de jugement là, réduisent des choses complexes à des que ceci, que cela. Un vaccin, c'est juste que ceci, puis ça fait juste que cela. Donc, si vous réduisez le champ du savoir à des si petites choses, si vous en enlevez la complexité ou si vous refusez de reconnaître cette forme de complexité, peut-être qu'il y a là la disparition ou le manque de jugement. Donc, le jugement, rappelons-le, nous disait Aristote, c'est la pensée en acte. Et l'absence de jugement ou le manque de jugement, nous dirait Aristote, c'est justement cette pensée qui n'est plus en acte. Hein, c'est la pensée qui se contente d'explications, de solutions simples.
c'est la pensée qui refuse justement d'accepter la complexité et qui refuse d'accepter cette part d'incertitude. Donc, une pensée qui n'est plus en acte. Donc, désolé de vous l'apprendre, là, mais il y en a souvent et malheureusement, et des deux côtés des débats souvent. Là. Donc, il ne faut pas seulement penser que le manque du jugement, c'est seulement du côté des conspirationnistes. Il y en a des deux côtés du débat. Là. Des gens qui ont accepté, qui refusent désormais d'accepter que cette réalité-là, elle est complexe, puis qu'on peut réduire le savoir, la complexité du savoir, à des vérités assez simples et certaines. Donc, c'est sûr que les certitudes, je pense que c'est humain, là. Les certitudes, la simplicité, ça nous rassure. On a peut-être besoin de tout ça pour être rassuré. Mais la réalité, elle est complexe et incertaine. Et ça prend des personnes comme vous. Ça prendra des personnes comme vous capables d'exercer un jugement professionnel, donc de naviguer dans ces zones d'incertitude, de complexité et qui ne sont pas les plus rassurantes pour le commun des mortels. Donc voilà à quoi on s'attend de vous, que vous vous serviez de votre jugement et que vous en appréciez peut-être désormais, en tout cas c'est ce que je souhaite, c'est pas pour rien que je vous en parle, que vous appréciez désormais davantage la complexité de cette tâche. Lorsqu'on vous dit exercer votre jugement professionnel, où on met au cœur de l'exercice de votre profession la notion de jugement professionnel, bien, vous soyez en mesure d'en apprécier un peu plus la complexité. On vous demande d'exercer un jugement professionnel libre et autonome et de façon responsable. Et cette phrase, elle est lourde de sens. Exercer un jugement professionnel, libre, autonome, de façon responsable. Et maintenant, vous le voyez, bien, cette phrase, elle est plus lourde de sens et nous avons à peine effleuré ce sens aujourd'hui dans cet enregistrement. OK, ce sera tout pour mon intro au module 7. On rappelle les objectifs. Expliquer quels sont les principaux régimes de responsabilité. Donc, responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, il faut que ce soit plus clair. Expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel et ce qui entrave ou nuit à l'exercice de ce rôle. Donc, les responsabilités prospectives, donc ses devoirs et obligations, en connaître un peu sur ce sujet. Définir, êtes-vous capable de définir le jugement professionnel, d'en expliquer la valeur au sein de l'exercice de votre profession. Donc, il y a plusieurs notions qui ont été abordées pour vous permettre d'expliquer un peu mieux et un peu plus ce qu'est le jugement professionnel. Et vous aurez besoin de poursuivre votre travail. Je vous le rappelle, vous aimez ce podcast, mais vous devez écouter aussi les enregistrements de cours. Donc, je vous rappelle les tâches que vous avez à faire cette semaine avant qu'on se voit bientôt. Donc, écoutez ce podcast. Bravo, c'est fait. Visionnez l'enregistrement de cours. Lisez le texte de Jean-Louis Baudouin là, sur la responsabilité civile contractuelle. Très intéressant. C'est un texte rédigé par un juriste, là. Mais, juriste, habituellement, c'est très précis, très rigoureux, mais vous allez voir que c'est des notions qui sont très bien adaptées à l'exercice de votre profession en sciences et génie. Allez compléter le questionnaire, donc sur les différents régimes de responsabilité. Lisez aussi l'excellent rapport de Luc Bégin, Danny Rondeau, Nicole Marchand sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Plusieurs notions très intéressantes en matière de responsabilité avec ces différentes déclinaisons. Allez ensuite participer au forum du module 7. Je vous en ai parlé. Continuez vos travaux d'équipe. Donc, pour vous, le TP2, ça devrait avancer. Donc, travail. Et si vous avez des questions concernant les TP, posez-les dans les forums appropriés. Puis, je répondrai à vos questions. Rappelons aussi que dès ce mardi, donc 15h30, vous aurez accès à votre examen de mi-session. Êtes-vous prêts? Dès ce mardi, à 15h30. Donc, un examen de mi-session, rappelons-le, qui se fait à distance. Donc, vous avez jusqu'au 25 octobre, 23h59 pour faire cet examen.
Donc, ce qui vous laisse pas loin d'une semaine. Et si vous voulez plus de détails sur cet examen, sur la façon de faire, ben écoutez l'épisode précédent du podcast. Donc, je vous ai tout expliqué ça dans l'épisode précédent du podcast, donc l'épisode 99. Sinon aussi, vous pouvez consulter là, les instructions. Si vous cliquez sur les évaluations, donc examen de mi-session, vous allez voir, il y a des instructions. Puis j'y répète à peu près ce que j'ai dit dans le podcast 99. Donc, examen de mi-session, pas de stress, justement. C'est un examen qui se veut pratique, qui se veut une pratique. Vous pratiquez à faire un examen dans un cours d'éthique. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Sans le stress d'un examen là, en classe où vous avez le droit à rien, puis un stress qui est associé à ça. Donc, vous le faites à distance, puis à votre rythme. Pour plus de détails, allez consulter les instructions sur l'évaluation examen de mi-session. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette semaine. On se revoit en classe. Ce sera mardi 25 octobre, midi 30. Et d'ici là, prenez soin de vous. J'ai bien hâte de vous revoir en classe. Et d'ici là, donc, soyez prudents, soyez responsables. Et servez-vous de votre jugement. Tiens, allez, à mardi prochain. Allez, bye bye.